Mes parents m'ont invité dans l'un des restaurants les plus luxueux de Lyon, un endroit où les lustres en cristal scintillent et où les menus n'affichent même pas les prix. Je pensais naïvement que c'était une soirée de réconciliation. Mais je me trompais lourdement. Au milieu du dîner, mon père, Hervé, s'est levé, a tapoté son verre de vin pour réclamer le silence et a déclaré devant toute la famille réunie, « Nous avons décidé de te rayer du testament. Tu n'as jamais mérité de porter ce nom. » Toute la table a éclaté de rire, applaudissant cette humiliation publique. Ma mère a détourné le regard, tandis que mon frère et ma sœur me regardaient avec un triomphe malsain. Ils attendaient des larmes, des supplications, ou une scène hystérique. Mais je les ai déçus. J'ai simplement souri, bu mon verre de grand cru d'un trait, et je suis partie sans un mot. Ils pensaient m'avoir détruite, m'avoir volé mon avenir. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je tenais déjà entre mes mains quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel testament. 2 jours plus tard, leur enfer personnel a commencé. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer l'empire de mon père, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore lire vos messages. J'ai garé ma petite Peugeot 208, un peu éraflée sur le côté, sur le parking pavé de la Cour des Loges, l'un des établissements les plus prestigieux du Vieux-Lyon. Le contraste entre ma voiture modeste et la rangée de berlines allemandes et de SUV de luxe déjà stationnés là était frappant. C'était un résumé parfait de ma vie par rapport à celle de ma famille. Je suis restée assise quelques instants dans l'habitacle, les mains crispées sur le volant. Cela faisait 3 mois que je n'avais pas vu mes parents, Hervé et Sylviane, ni mon frère Cédric et ma sœur Laetitia. 3 mois de silence radio, une paix relative que je chérissais. Mais l'appel de ma mère hier avait été insistant, presque doucereux, une tonalité qui m'avait mise sur mes gardes. Ton père veut te voir, Valérie. C'est un dîner important. Toute la famille sera là. Fais un effort, pour une fois. J'ai lissé ma jupe, pris une grande inspiration et je suis entrée. Le hall du restaurant sentait la cire d'abeille, les fleurs fraîches et l'argent ancien. Le maître d'hôtel m'a guidée vers le salon privé que mon père avait réservé. En entrant, le bruit des conversations s'est tu un instant. Ils étaient tous là. Mon père, trônant en bout de table comme un monarque vieillissant, le visage rougeau déjà marqué par les premiers verres de whisky. Ma mère, à sa droite, scintillante de bijoux, arborant ce sourire figé qu'elle utilise en société. Cédric, mon aîné de 3 ans, discutait bruyamment avec un oncle, gesticulant avec sa montre de luxe au poignet probablement achetée avec l'argent de papa. Et Laetitia, la cadette, était penchée sur son téléphone, sans doute en train de retoucher un selfie pour ses abonnés Instagram qui croyaient qu'elle menait une vie de rêve grâce à ses talents d'influenceuse. Tu es en retard, a lâché mon père sans même me regarder, alors que l'horloge indiquait 19h59 pour une invitation à 20h. Bonsoir à toi aussi, papa, ai-je répondu calmement. J'ai pris la seule chaise vide, tout au bout de la table, à l'opposé de mes parents. C'était la place du paria, la place de l'observateur. Le dîner a commencé. Le ballet des serveurs en gants blancs apportant le foie gras, les escargots de Bourgogne, le filet de bœuf en croûte. Les vins s'enchaînaient, des bouteilles dont le prix dépassait mon loyer mensuel. Pendant 2 heures, j'ai écouté. J'ai écouté Cédric se vanter de sa nouvelle « start-up » dans la tech, un projet flou qui n'avait toujours pas généré un centime mais qui avait déjà englouti 200 000 € d'investissement paternel. J'ai écouté Laetitia se plaindre de la difficulté de trouver du personnel de maison compétent pour son appartement du 6e arrondissement. J'ai écouté les oncles et tantes féliciter Hervé pour la réussite éclatante de son entreprise de BTP, Hervé Construction. Personne ne m'a demandé comment allait mon travail. Personne ne m'a demandé si j'étais heureuse. Pour eux, j'étais Valérie la petite comptable, celle qui vivait dans un appartement modeste, celle qui n'avait pas d'ambition, le mouton noir, terne d'une famille étincelante. Au moment du fromage, mon père s'est levé. Il avait ce regard vitreux mais dur, celui qui annonçait toujours des problèmes. Il a tapé sur son verre avec sa fourchette en argent. Le tintement a traversé la pièce comme une alarme. Si je vous ai tous réunis ce soir, a-t-il commencé, sa voix grave résonnant contre les murs lambrissés, c'est pour faire une annonce concernant l'avenir de notre famille. L'avenir de mon héritage. Il a fait une pause théâtrale,
balayant l'assemblée du regard avant de fixer ses yeux sur moi. Un frisson glacé a parcouru mon échine. J'ai bâti cet empire à la sueur de mon front, a-t-il continué. Et il est de mon devoir de m'assurer qu'il reste entre les mains de ceux qui en comprennent la valeur. De ceux qui ont la classe, l'ambition et la loyauté nécessaires. Il a pris une gorgée de vin, savourant le moment. Valérie, a-t-il dit. Mon nom a claqué comme un fouet. Tu as toujours été différente. Tu te contentes de peu. Tu as choisi cette carrière médiocre de gratte-papier. Tu vis comme une pauvresse alors que tu portes mon nom. Tu es une déception. Ma mère a baissé les yeux, triturant sa serviette en lin. Elle ne dirait rien. Elle n'avait jamais rien dit pour me défendre en 34 ans. C'est pourquoi, a tonné mon père, ta mère et moi avons pris une décision. L'intégralité de l'héritage, les parts de l'entreprise, les propriétés, les comptes bancaires, tout ira à Cédric et Laetitia. Nous avons refait le testament cet après-midi chez le notaire. Il s'est penché vers moi, un sourire cruel aux lèvres. Tu es rayée de la liste, Valérie. Tu ne toucheras pas un centime. Tu n'as jamais mérité cet argent de toute façon. Le silence a duré une seconde éternelle. Et puis, Cédric a ricané. Ça t'apprendra à faire la sainte nitouche. Laetitia a pouffé de rire, mettant la main devant sa bouche faussement choquée. Oh mon Dieu, pauvre Valérie, a-t-elle dit avec une ironie mordante. Et puis, comme un signal, les oncles, les tantes, les cousins, tout le monde a ri. Ils ont levé leurs verres. À la décision d'Hervé. À la famille, ont-ils scandé. J'étais assise là, pétrifiée. Non pas par la perte de l'argent, je n'avais jamais compté dessus, mais par la violence symbolique de l'acte. C'était un rejet total, définitif. Une négation de mon existence en tant que fille. La colère est montée en moi. Non pas une colère chaude et explosive, mais une colère froide, calculatrice, chirurgicale. Une colère qui clarifie l'esprit au lieu de l'embrouiller. Je me suis levée lentement. Les rires se sont estompés, remplacés par une curiosité malsaine. Ils attendaient le spectacle. Ils voulaient me voir pleurer, crier, supplier. Ils voulaient me voir briser. J'ai pris mon verre de vin, un château Margaux millésimé. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Il a soutenu mon regard, défiant. Félicitations, papa, ai-je dit doucement. Ma voix était stable, ce qui sembla le surprendre. Félicitations pour cette décision. C'est libérateur. J'ai bu le vin d'un trait, savourant son amertume boisée. J'ai reposé le verre sur la nappe blanche sans faire le moindre bruit. J'espère que vous avez bien profité de ce rire, ai-je ajouté en balayant la table du regard. Parce que je pense que c'est le dernier que vous aurez avant longtemps. J'ai pris mon sac à main, j'ai remis ma veste, et je me suis dirigée vers la sortie. C'est ça, fuis, a crié mon père dans mon dos. Va pleurer dans ton taudis. Tu ne vaux rien sans moi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ralenti. J'ai franchi la lourde porte en chêne et je suis sortie dans la nuit fraîche de Lyon. Il pensait m'avoir dépouillée. Il pensait que je partais les mains vides. Mais dans mon sac à main, mon téléphone venait d'enregistrer chaque mot de cette conversation. Et ce n'était que la munition la plus légère de l'arsenal que je possédais déjà. Je me suis effondrée sur le siège conducteur de ma voiture. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'adrénaline pure. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé sans but précis le long des quais de la Saône. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau noire, floues à travers mes yeux secs. Je ne pleurerai pas. Je m'étais promis de ne plus jamais pleurer pour eux. En conduisant, les souvenirs remontaient à la surface comme de la boue remuée. J'ai toujours été l'invisible. L'enfant du milieu, coincé entre le fils aîné héritier du trône et la petite dernière capricieuse. Quand j'avais 10 ans, j'avais gagné un concours de mathématiques régionales. Je suis rentrée à la maison, fière, mon diplôme à la main. Personne ne l'a regardé. Tout le monde était trop occupé à consoler Laetitia qui avait éraflé son genou en tombant de vélo. J'ai grandi en comprenant une chose, pour survivre dans cette famille, je devais être autonome. J'ai travaillé dur. J'ai payé mes études.
J'ai construit ma carrière pierre par pierre, sans l'aide de personne. Aujourd'hui, à 34 ans, je n'étais pas une simple comptable, comme mon père aimait le dire avec mépris. J'étais auditrice interne senior, spécialisée dans la détection de fraude, au sein d'un géant mondial de la logistique basé à Lyon. C'est mon métier. Je traque les mensonges cachés dans les chiffres. Je trouve les anomalies que les autres ne voient pas. Et c'est cette compétence qui m'avait mené, 3 mois plus tôt, à découvrir le secret qui allait détruire mon père. C'était un mardi après-midi pluvieux. Mon entreprise avait lancé un appel d'offres pour la construction d'un immense entrepôt logistique en périphérie de la ville. En tant que chef d'équipe de l'audit, c'était à moi de valider la solidité financière et juridique des prestataires potentiels, la procédure de due diligence. Quand j'ai vu le dossier RVBTP sur mon bureau, mon cœur s'est arrêté. Mon père postulait pour un contrat de plusieurs millions d'euros avec ma propre entreprise. Il ne savait pas que je travaillais là, à ce poste stratégique. Pour lui, la logistique, c'était des camionneurs et des cartons, pas des auditeurs financiers de haut vol. De plus, j'utilisais mon nom de jeune fille de mère, Moreau, dans mon cadre professionnel, une habitude prise pour me distancier de la réputation parfois sulfureuse de mon père dans le milieu. J'aurais dû me récuser. J'aurais dû signaler le conflit d'intérêts. Mais la curiosité l'avait emporté. J'ai ouvert le dossier. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Au premier coup d'œil, tout semblait parfait. Trop parfait. Les bilans étaient impeccables, les marges bénéficiaires reluisantes. Mais j'ai commencé à creuser. J'ai croisé les données. J'ai vérifié les sous-traitants. J'ai découvert un système de fraude d'une complexité effrayante mais classique pour un œil exercé. Premièrement, la surfacturation. Hervé BTP facturait des matériaux de construction, premium, béton armé haute densité, acier renforcé mais les bons de commande des fournisseurs, que j'avais réussi à obtenir grâce à mes accès aux bases de données interentreprises, montraient l'achat de matériaux bas de gamme, importés de sources douteuses. La différence de prix ? Environ 40%. Deuxièmement, la main-d'œuvre fantôme. Les feuilles de paie incluaient des dizaines d'ouvriers et de chefs de chantier qui n'existaient pas, ou qui avaient quitté l'entreprise depuis des années. Mais le coup de grâce, c'était la destination de l'argent volé. Les fonds détournés ne restaient pas dans l'entreprise. Ils étaient siphonnés vers une société de conseil externe appelée L&C Solutions, domiciliée à une adresse que je connaissais par cœur, la villa de vacances familiale à Cassis. L&C. Laetitia et Cédric. J'ai fouillé dans le registre du commerce. Les gérants de L&C Solutions étaient bien mon frère et ma sœur. Mon père utilisait ses 2 enfants préférés comme hommes de paille pour blanchir l'argent sale de ses chantiers publics et privés. Il mettait en danger la sécurité des futurs occupants de ces bâtiments pour financer le train de vie luxueux de ses enfants gâtés. Ce jour-là, devant mon ordinateur, j'avais eu la nausée. J'avais hésité. C'était ma famille, après tout. J'avais sauvegardé toutes les preuves sur une clé USB cryptée, en me disant que je la garderais au cas où. J'avais même pensé à confronter mon père en privé, pour lui donner une chance d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce soir, tout avait changé. En me coupant les vivres, en m'humiliant publiquement, en riant de moi, il avait brisé le dernier lien moral qui me retenait. Il m'avait traité de déception. Eh bien, il allait voir de quoi une déception était capable. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement calme et propre. J'ai sorti la clé USB de mon coffre-fort. Je l'ai pesée dans ma main. Elle était légère comme une plume, mais elle contenait de quoi faire tomber un titan. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais noté lors d'une conférence sur l'éthique des affaires l'année dernière. Romain ? C'est Valérie. Valérie Moreau. On s'est rencontrés au séminaire des auditeurs. Tu cherchais toujours un gros scoop sur la corruption dans le BTP lyonnais ? À l'autre bout du fil, la voix de Romain, journaliste d'investigation pour le grand quotidien régional La Montagne, s'est faite immédiatement alerte. Je t'écoute, Valérie. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose d'énorme. On peut se voir demain matin ? Dis-moi juste une chose, a-t-il demandé. C'est solide ? C'est du béton, ai-je répondu, un sourire triste aux lèvres.
Contrairement aux immeubles que construit mon père. Le dimanche matin, Lyon s'est réveillé sous une brume épaisse qui montait du Rhône, enveloppant la ville d'un manteau gris et mystérieux. C'était le temps idéal pour une trahison. J'avais rendez-vous avec Romain dans un petit café discret du quartier de la Croix-Rousse, loin des endroits, m'as-tu vu, fréquentés par ma famille. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis au fond, un carnet à spirale ouvert devant lui et un café noir fumant à sa main. Romain avait la quarantaine, les cheveux en bataille et ce regard intense de ceux qui ont vu trop de mensonges pour croire encore aux belles paroles. Je me suis assise en face de lui sans enlever mon manteau. J'ai posé la clé USB noire sur la table, entre nos deux tasses. Merci d'être venu si vite, ai-je dit. Romain a fixé la clé USB, puis a levé les yeux vers moi. Tu es sûre de toi, Valérie? Une fois que je commence à creuser, je ne m'arrête plus. Et une fois que c'est publié, il n'y a pas de retour en arrière. C'est ton père. C'est ta famille. Ils ne sont plus ma famille depuis vendredi soir, ai-je répondu, ma voix tranchante comme du verre brisé. Ils m'ont déshérité, Romain. Publiquement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que ces immeubles sont dangereux. Parce qu'ils volent l'argent des contribuables sur les chantiers publics. Et parce qu'ils utilisent mon frère et ma sœur pour blanchir cet argent. J'ai poussé la clé vers lui. Tu trouveras tout là-dedans. Les fausses factures, les rapports de test de matériaux falsifiés, les virements vers la société Écran L et ses solutions. J'ai anonymisé mes données personnelles et celles de mon employeur pour me protéger légalement, mais les preuves contre Hervé BTP sont irréfutables. Romain a pris la clé, la tournant entre ses doigts. Hervé BTP. On a eu des rumeurs, tu sais. Des sous-traitants qui se plaignaient d'être payés en retard, des inspecteurs du travail qu'on disait acheter. Mais on n'a jamais eu les documents internes. Ça, c'est le Saint Graal. Il a sorti son ordinateur portable, a inséré la clé et a commencé à parcourir les fichiers. Je l'ai vu pâlir au fur et à mesure qu'il cliquait. Putain! A-t-il murmuré. C'est industriel. Il surfacture de 40%? Et cet argent? 500 000 € virés le mois dernier vers LC Solutions sous le libellé honoraire de conseil? C'est énorme. C'est l'argent qu'il prétend avoir gagné honnêtement. C'est l'héritage dont il est si fier, ai-je ajouté avec amertume. Si je publie ça, Valérie, il va en prison. Pour longtemps. Abus de biens sociaux, faux et usage de faux, fraude fiscale, blanchiment en bande organisée. On parle de 10 ans, peut-être plus. Je sais. Et ton frère et ta sœur? Ils sont gérants de la coquille vide. Ils vont tomber aussi. Ils ont passé leur vie à profiter de cet argent sale en se moquant de ceux qui travaillent. Peut-être qu'il est temps qu'ils apprennent le prix réel de leur train de vie. Romain a refermé son ordinateur. Il m'a regardé avec une sorte d'admiration mêlée d'inquiétude. Tu es courageuse, Valérie. Ou alors très blessée. Les deux, ai-je admis. D'accord. Je vais vérifier ces informations auprès de 2 autres sources indépendantes pour blinder l'article. Je vais contacter d'anciens employés. J'ai besoin de 48 heures. Si tout concorde, on publie mercredi matin. En une. Fais-le, ai-je dit. Nous nous sommes serrés la main. Un pacte était scellé. En sortant du café, j'ai senti une étrange légèreté. J'avais l'impression d'être le capitaine d'un navire qui vient d'ordonner le feu sur son propre port d'attache. C'était terrifiant, mais c'était nécessaire. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Je savais que le calme avant la tempête ne durerait pas longtemps. Et effectivement, dès le lundi matin, le harcèlement a commencé. Le lundi matin, mon téléphone est devenu une zone de guerre. Ils avaient dû décuver de leur week-end de célébration et réaliser que mon départ silencieux était plus inquiétant qu'une crise de larmes. Le premier message était de Cédric, à 9h15, alors, la princesse déchue? Toujours en train de bouder? T'as intérêt à ne pas faire de vagues. Papa est très puissant, tu sais. Si tu essaies de contester le testament, il t'écrasera. Reste à ta place de petite comptable ratée. Ensuite, Laetitia, vers midi. Elle avait posté une story sur Instagram, une photo de toute la famille, sans moi,
en train de bruncher au bord de la piscine, avec la légende, le bonheur, c'est d'être entouré de gens positifs et loyaux. Bye bye la négativité. #family first, #no toxic people. Elle m'avait tagué, juste pour être sûre que je le vois. Puis, ma mère, l'après-midi. Un message vocal, la voix tremblante, jouant la victime comme toujours. Valérie, ma chérie, pourquoi tu es partie comme ça? Tu as gâché la soirée de ton père. Il est très contrarié. Si tu reviens t'excuser à genoux ce week-end, je peux essayer de le convaincre de te donner une petite enveloppe. Peut-être 5 000 € pour t'aider à changer de voiture. Ne sois pas stupide, c'est mieux que rien. 5 000 €. C'était le prix de ma dignité selon eux. J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur. Ils pensaient vraiment pouvoir tout acheter. Je n'ai répondu à personne. J'ai continué à travailler, le visage impassible, alors que mon monde intérieur bouillonnait. Le soir, alors que je nourrissais mon chat, Pompon, mon téléphone a sonné à nouveau. J'allais l'ignorer, pensant que c'était encore eux, mais j'ai vu le nom s'afficher, Mamie Yvette. Mon cœur s'est serré. Mamie Yvette, la mère de mon père. La seule personne de cette famille qui m'avait toujours aimé inconditionnellement. Elle avait 85 ans et vivait dans une maison de retraite médicalisée très chère en banlieue de Lyon, où mon père l'avait placée, ou plutôt stockée, il y a 2 ans pour récupérer sa grande maison familiale. J'ai décroché immédiatement. Mamie? Tout va bien? Valérie, ma petite, sa voix était faible, mais son esprit était toujours aussi vif. Ta mère m'a appelé. Elle m'a raconté ce qu'ils t'ont fait vendredi. C'est vrai, mamie. Ils m'ont tout pris. Il y a eu un silence au bout du fil, puis j'ai entendu le petit rire sec de ma grand-mère. Ils ne t'ont rien pris du tout, ma fille. Ils t'ont sauvé la mise. Je me suis figée. Comment ça? Écoute-moi bien, Valérie. Ton père est un idiot vaniteux. Il parade, il frime, mais le roi est nu. Il est ruiné. Ruiné, ai-je répété, incrédule. Mais, les voitures, les voyages, le champagne? De la poudre aux yeux. Tout est à crédit. Il a hypothéqué ma maison, il a des dettes auprès de toutes les banques de la région, et pire encore, j'ai entendu dire qu'il a emprunté de l'argent à des gens peu recommandables. Des usuriers. Il est en train de couler, Valérie. Le formidable héritage qu'il a promis à ton frère et ta sœur? Ce n'est qu'une montagne de dettes colossales. Je me suis assise sur le canapé, abasourdie. Pourquoi il a fait ça alors? Pourquoi m'humilier publiquement? Parce qu'il est cruel, et parce qu'il a peur, a expliqué mamie. En te déshéritant, il pense te punir, mais en réalité, il t'épargne la faillite qui arrive. Cédric et Laetitia sont trop bêtes et trop avides. Ils vont accepter l'héritage les yeux fermés et se retrouveront responsables de toutes ces dettes. Toi, tu seras libre. Les larmes me sont montées aux yeux. Ironie du sort. Mon père, dans sa méchanceté absolue, m'avait involontairement protégé, tandis qu'il condamnait ses enfants préférés à la ruine financière. Merci, mamie. Tu ne sais pas à quel point ça me fait du bien de t'entendre. Fais ce que tu as à faire, Valérie, a-t-elle murmuré. Je sais que tu prépares quelque chose. Je le sens. Fais tomber ce château de cartes avant qu'il n'écrase tout le monde. Et ne t'inquiète pas pour moi. En raccrochant, j'ai regardé par la fenêtre. La révélation de mamie Yvette changeait tout. Mon père n'était pas seulement un escroc, c'était un homme aux abois, désespéré, prêt à sacrifier ses propres enfants pour maintenir son illusion de puissance quelques mois de plus. Cela confirmait l'urgence d'agir. Mais cela signifiait aussi qu'il était dangereux. Un animal blessé et acculé est capable de tout. Et le lendemain, j'allais découvrir jusqu'où il était prêt à aller pour sauver sa peau. Le mardi matin, l'atmosphère au bureau était studieuse. J'étais en train de finaliser un rapport d'audit sur un autre dossier, essayant de ne pas penser à l'article de Romain qui devait être en cours de rédaction. Vers 11 heures, ma collègue de l'accueil m'a appelé. Valérie? Il y a quelqu'un pour toi à la réception. Un certain monsieur Hervé. Il dit qu'il est ton père. Et, waouh, il a un bouquet de fleurs gigantesques.
Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il n'était jamais venu à mon travail. Jamais. Je suis descendu dans le hall en marbre de notre tour de bureau à la Pardieu. Il était là, debout, impeccable dans son costume italien bleu nuit, tenant un bouquet de lys blanc qui devait coûter une fortune. Il souriait à la réceptionniste, jouant de son charme habituel. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'une joie totalement fausse. Valérie. Ma fille chérie. Il a ouvert les bras, s'avançant vers moi comme si de rien n'était, comme s'il ne m'avait pas traité de déchet 3 jours plus tôt. Les collègues qui passaient nous regardaient, attendris. C'est mignon, a chuchoté l'une d'elles. Si seulement elle savait. J'ai ignoré ses bras ouverts et je n'ai pas pris les fleurs. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ai-je demandé froidement, utilisant le vouvoiement de distance que je réservais aux étrangers, bien que le « tu » me brûlât les lèvres. Je travaille. Son sourire a vacillé une milliseconde, puis s'est rétabli. Allons, ne sois pas si formel. J'ai réfléchi. Je me suis dit qu'on devrait déjeuner ensemble. Juste toi et moi. Pour parler. Je n'ai rien à te dire. Il s'est approché, baissant la voix, son ton devenant soudainement menaçant. Valérie, ne fais pas de scène ici. J'ai une proposition à te faire. Une proposition qui pourrait changer ta vie. Viens déjeuner, ou je reste planté là à faire un scandale. Je savais qu'il en était capable. J'ai soupiré. D'accord. Une demi-heure. Au bistrot d'en face. Nous nous sommes assis à une table isolée du bistrot. Il a posé les fleurs sur une chaise vide d'un geste grotesque. Il a commandé un café serré, moi de l'eau. Je sais que tu travailles sur le dossier de l'entrepôt logistique, a-t-il lâché soudainement, abandonnant toute préambule. J'ai mes sources. Je sais que c'est ton département qui bloque mon appel d'offres. J'ai gardé le silence, le fixant droit dans les yeux. C'est pour ça que tu es en colère, n'est-ce pas, a-t-il continué, prenant mon silence pour un aveu. Tu te venges professionnellement parce que je t'ai coupé des vivres. C'est petit, Valérie. Très petit. Je ne bloque rien par vengeance, ai-je dit calmement. Je bloque parce que ton dossier est frauduleux. Surfacturation, matériaux non conformes, société écran. Je sais tout pour elle et ses solutions. Son visage a blêmi. La tasse de café a tremblé dans sa main. Tu as fouillé dans mes comptes? J'ai fait mon travail d'auditrice. C'est ce qu'on appelle la diligence raisonnable. Il a regardé autour de lui, paniqué, puis s'est penché vers moi, la voix sifflante. Écoute-moi bien. On peut s'arranger. Si tu valides ce dossier, si tu nous fais gagner ce contrat, je reviens sur ma décision. Je déchire le Nouveau Testament. Je te donne 30% de tout. Non, 40%. Cédric et Laetitia partageront le reste. Tu seras riche, Valérie. Tu pourras quitter ce boulot d'esclave. J'ai failli rire. Il essayait de m'acheter avec de l'argent qui n'existait pas, avec des dettes. C'était pathétique. Je ne veux pas de ton argent sale, papa. Et je sais que tu es ruiné. Mamie m'a tout dit. Le masque est tombé. La façade du père aimant s'est effondrée pour laisser place au tyran que je connaissais. Il a saisi mon poignet, serrant fort. Espèce de petite garce ingrate, a-t-il craché. Tu te crois maligne? Si tu ne signais pas ce dossier, je te détruirai. Je connais du monde. Je peux briser ta carrière en un claquement de doigts. Je dirai à tes patrons que tu as essayé de me faire chanter. Qui croiront-ils? Le PDG respecté d'Hervé BTP ou la petite employée aigrie? Je me suis dégagé violemment. Essaie, ai-je défié. Essaie, et tu verras qui tombera le premier. Je me suis levé et je suis parti, le laissant seul avec son café froid et son bouquet de lys ridicule. J'avais le cœur qui battait la chamade. C'était une déclaration de guerre ouverte. Je pensais avoir le dessus. Mais je n'avais pas anticipé sa vitesse de réaction. Il n'a pas attendu. Le lendemain matin, il a mis sa menace à exécution. Imaginez un instant être à ma place. Votre propre père essaie de vous corrompre, puis menace de détruire votre carrière que vous avez mis 10 ans à bâtir.
Vous auriez fait quoi? Vous auriez signé pour avoir la paix? Ou vous auriez tenu bon au risque de tout perdre? Dites-le-moi en commentaire, je lis tout. Le mercredi matin, j'ai senti que quelque chose clochait dès que j'ai passé le portique de sécurité. Ma carte d'accès a bipé rouge. Accès refusé. C'est bizarre, ai-je dit au gardien que je connaissais bien. Ma carte doit être démagnétisée. Il ne m'a pas souri. Il avait l'air gêné. Mademoiselle Moreau. La direction des ressources humaines m'a demandé de vous escorter directement à leur bureau. Vous ne pouvez pas monter à votre étage. Un froid glacial m'a envahi. Dans le bureau de la DRH, l'ambiance était funèbre. La directrice, Madame Vincent, une femme que j'estimais, refusait de me regarder dans les yeux. À côté d'elle se tenait le directeur juridique. « Asseyez-vous, Valérie, a dit le directeur juridique. Il a poussé une feuille de papier vers moi. Nous avons reçu ce matin une plainte formelle accompagnée de preuves troublantes. J'ai lu le document. C'était une lettre anonyme, mais le style était indéniablement celui de l'avocat véreux de mon père. La lettre m'accusait de conflit d'intérêts grave, de tentative d'extorsion de fonds auprès d'un fournisseur, RVBTP, et de violation du secret professionnel. Pire encore, il y avait des captures d'écran de messages WhatsApp, des messages que je n'avais jamais écrits, envoyés depuis un numéro qui ressemblait au mien, où je demandais soi-disant un pot de vin à mon père pour valider son dossier. C'est faux, ai-je crié, l'indignation me faisant trembler. C'est un montage. Je n'ai jamais envoyé ça. Mon père essaie de me piéger parce que j'ai découvert ces fraudes. C'est ce que nous devons déterminer, a répondu Madame Vincent froidement. Mais la situation est grave. Le fournisseur menace de porter plainte contre l'entreprise pour corruption. En attendant les résultats de l'enquête interne, nous n'avons pas le choix. Vous êtes mis à pied à titre conservatoire, avec effet immédiat. Vous me virez? C'est une suspension, Valérie. Remettez-nous votre ordinateur portable et votre téléphone professionnel. Vous serez escorté vers la sortie. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait la peau. 10 ans de loyauté, 10 ans de travail acharné, balayés par un mensonge grossier de mon père. Il avait osé. Il avait osé toucher à la seule chose qui m'appartenait vraiment, mon intégrité professionnelle. Je suis sorti de l'immeuble 10 minutes plus tard, sous le regard curieux des collègues dans le hall. Je me sentais sale. Humiliée. Je me suis assise sur un banc public, à 2 rues de là. J'ai sorti mon téléphone personnel. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à déverrouiller l'écran. La tristesse a laissé place à une rage pure, incandescente. Il voulait jouer sale? Il voulait me détruire pour me faire taire? Il venait de commettre l'erreur fatale. Il m'avait enlevé la seule chose que j'avais à perdre. Maintenant, je n'avais plus aucune raison de retenir mes coups. J'ai appelé Romain. Valérie? Je suis en train de relire l'article, on pensait publier demain matin pour. Publie maintenant, l'ai-je coupé. Ma voix était rauque, terrifiante. Quoi? Mais on avait dit. Il m'a fait suspendre, Romain. Il a fabriqué de fausses preuves pour m'accuser de corruption. Il essaie de me discréditer avant que l'article ne sorte pour que personne ne me croie. Si tu attends demain, je suis morte professionnellement. Publie. Maintenant. Il y a eu un silence. J'entendais la respiration de Romain. Ok. Je comprends. Je lance la machine. Donne-moi 15 minutes. Ça va faire très mal, Valérie. Tu es prête? Je suis née prête. Fais-le sauter. J'ai raccroché. J'ai regardé le ciel gris de Lyon. J'ai imaginé mon père dans son bureau, en train de rire, pensant avoir gagné, pensant avoir écrasé sa fille rebelle. Profite bien de tes dernières minutes de tranquillité, papa. Parce que l'apocalypse arrive. Je suis rentrée chez moi, je me suis renfermée à double tour. J'ai tiré les rideaux comme si je me préparais à un siège. Mon appartement, d'habitude mon sanctuaire, me semblait soudain trop grand et trop silencieux. J'ai versé un verre de cognac. Pas pour le plaisir, mais pour calmer mes nerfs qui vibraient comme des cordes de violon sur le point de rompre. Pompon, mon charou,
a sauté sur mes genoux, ronronnant doucement. J'ai enfoui mes doigts dans sa fourrure, cherchant un peu de réconfort dans sa chaleur. Pendant ces 15 minutes d'attente, ma vie a défilé devant mes yeux. J'ai revu la petite fille qui attendait que son père rentre du travail, espérant un regard, un mot gentil, et qui ne recevait que de l'indifférence. J'ai revu l'adolescente qui se cachait dans sa chambre pour étudier pendant que son frère et sa sœur faisaient la fête. J'ai revu la femme qui avait cru pouvoir gagner le respect de sa famille par sa réussite professionnelle. Quelle perte de temps! On ne peut pas gagner le respect de gens qui n'en ont pas pour eux-mêmes. Soudain, mon téléphone a vibré. Une notification de l'application du journal La Montagne. Mon cœur a cessé de battre une seconde. J'ai cliqué. L'application s'est ouverte. Et là, en énorme, en gras, occupant tout l'écran. Scandale d'État à Lyon, l'Empire Hervé BTP bâti sur la fraude et le danger public. Le sous-titre était tout aussi assassin, surfacturation, matériaux défectueux dans les écoles, et blanchiment d'argent familial, enquête exclusive sur la chute imminente d'un magnate du BTP. L'article était dévastateur. Romain avait fait un travail de maître. Il n'avait pas seulement publié mes documents, il avait interviewé d'anciens chefs de chantier qui confirmaient avoir été forcés d'utiliser du béton de mauvaise qualité. Il avait trouvé des parents d'élèves qui se plaignaient de fissures dans une école construite par mon père. Et il avait exposé le schéma financier de L&C Solutions avec une clarté limpide. C'était une exécution publique. Méthodique. Irréfutable. J'ai rafraîchi la page. 5 minutes, 200 partages. 10 minutes, 1000 partages. Les commentaires affluaient. La colère du public était immédiate. C'est criminel. Cet homme doit aller en prison. Et dire qu'il se pavanait dans les galas de charité. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était le numéro de mon père. J'ai regardé l'écran s'illuminer avec son visage, une photo prise il y a des années où il souriait. J'ai laissé sonner. Puis Cédric. Puis Laetitia. Puis ma mère. Leurs appels se croisaient, se chevauchaient. Une panique totale. Ils comprenaient. Ils comprenaient que le sol venait de se dérober sous leurs pieds. J'ai éteint mon téléphone. J'ai fini mon verre de cognac. Je me suis sentie étrangement seule. Je venais de tuer mon père, symboliquement. J'avais détruit ma famille. C'était un acte de parricide social. Est-ce que je le regrettais? J'ai regardé Pompon qui dormait paisiblement. Non. Je ne regrettais rien. J'avais choisi la vérité plutôt que le mensonge, la justice plutôt que la loyauté aveugle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé par la fenêtre, attendant l'aube. Je savais que le lendemain matin, le monde aurait changé. Et j'avais raison. À 6 heures du matin, la réalité a frappé à ma porte, littéralement. L'aube s'est levée sur Lyon, grise et pluvieuse, comme pour laver la saleté que j'avais exposée. À 6h30, alors que je me préparais un café, quelqu'un a commencé à marteler ma porte d'entrée. Pas frapper. Marteler. Comme pour la défoncer. J'ai sursauté, renversant un peu de poudre de café sur le comptoir. Ouvre. Ouvre cette porte, salope. C'était la voix de Cédric. Elle était déformée par la rage et la peur. Valérie. On sait que tu es là. Tu as tué papa. Tu nous as tués. C'était Laetitia, hurlant comme une banshee. Je me suis approchée de la porte sans l'ouvrir, regardant par l'œilleton. Ils étaient là, tous les deux. Cédric avait l'air d'un fou, les yeux injectés de sang, les cheveux en bataille. Laetitia pleurait, son mascara coulant sur ses joues, tenant son téléphone comme une arme. Tu as tout détruit, a crié Cédric en donnant un coup de pied dans la porte. La police est chez nous. Ils ont perquisitionné la maison à 5 heures du matin. Ils ont emmené papa. Maman est en train de faire une crise cardiaque. Alors, c'était fait. La justice avait été rapide. Probablement parce que le procureur avait lu l'article en ligne hier soir et avait compris qu'il y avait un risque de destruction de preuves. Partez, ai-je dit à travers la porte, ma voix calme contrastant avec leur hystérie. J'appelle la police pour vous faire arrêter aussi.
Tu n'oserais pas, a craché Laetitia. Tu es notre sœur. Je suis la sœur que vous avez traitée de ratée samedi dernier, vous vous souvenez, ai-je répondu. Celle que vous avez rayée de votre vie. Assumez vos choix. Les comptes sont gelés, a pleurniché Cédric, sa voix se brisant. Valérie, s'il te plaît, dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que tu as menti. Je t'en supplie. J'ai des dettes, ces gens vont me tuer si je ne paie pas. Ah. La vérité sortait enfin. Ce n'était pas l'amour filial qui les amenait ici. C'était la terreur de perdre leur argent, leur bouclier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le gardien de l'immeuble. Monsieur Bernard? Il y a 2 intrus agressifs devant ma porte. Ils menacent mon intégrité physique. Pouvez-vous appeler le 17 et les faire évacuer? 2 minutes plus tard, j'ai entendu les sirènes. Puis les bruits de lutte dans le couloir. Cédric insultait les policiers. Mauvaise idée. Quand le silence est retombé, je suis retourné à mon ordinateur. L'article était maintenant partout. Il faisait la une des journaux télévisés nationaux. BFM TV montrait en boucle les images de mon père, menotté, le visage caché sous une veste, sortant de sa villa de luxe entouré d'agents de la brigade financière. Le grand Hervé, le magnate intouchable, réduit à un suspect menotté. Mon téléphone professionnel, que j'avais dû rendre, mais j'avais transféré ma ligne sur mon portable perso avant de partir, une vieille habitude d'auditrice prévoyante, a sonné. C'était un numéro inconnu. Valérie Moreau? Oui. Ici le capitaine Duroy, de la brigade financière de Lyon. Nous avons lu l'article. Nous avons votre père en garde à vue. Nous aurions besoin de votre témoignage formel et des originaux des documents mentionnés dans la presse. Pouvez-vous venir au poste? J'arrive tout de suite, capitaine. En sortant de chez moi, j'ai croisé une voisine sur le palier. Elle m'a regardé avec des yeux ronds. Elle avait dû entendre les cris. Ça va, Valérie? A-t-elle demandé timidement. J'ai ajusté mon manteau, levé la tête haute. Ça va très bien, Madame Lefebvre. On fait juste un peu de ménage de printemps en avance. Je me sentais invincible. Mais je savais qu'il restait une dernière bataille à mener, celle pour récupérer mon honneur professionnel. Mon audition à la police a duré 4 heures. J'ai tout déballé. J'ai expliqué le fonctionnement des fausses factures, le rôle de la société Écran et ses solutions, et comment j'avais découvert le tout lors de l'audit. J'ai aussi remis la clé USB originale et l'enregistrement audio du dîner où mon père admettait m'avoir déshérité, ce qui prouvait sa malveillance, et de la tentative de corruption au bistrot. Le capitaine Duroy était impressionné. Vous avez fait le travail à notre place, madame. Avec ça, il ne s'en sortira pas. En sortant du commissariat, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Dubois, le PDG de mon entreprise de logistique. Celui-là même à qui mon père avait envoyé la fausse dénonciation. J'ai décroché, le cœur battant un peu. Valérie? Sa voix était grave, mais pas hostile. Oui, Monsieur Dubois. J'ai vu les nouvelles. Et j'ai lu l'article de La Montagne. Je crois que nous vous devons des excuses. J'ai retenu mon souffle. Notre service informatique a tracé l'origine des fausses preuves envoyées contre vous, a-t-il continué. Elles proviennent de l'adresse IP personnelle de votre père. Il a essayé de vous piéger pour vous discréditer, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il m'a menacé de le faire si je ne validais pas son dossier frauduleux. C'est épouvantable, a dit le PDG, visiblement choqué. Écoutez, Valérie. Votre suspension est levée immédiatement. Je veux que vous reveniez demain matin. Et je veux vous voir dans mon bureau. Vous avez sauvé l'entreprise d'un scandale majeur en refusant de céder au chantage et en bloquant ce contrat pourri. C'est exactement le genre d'intégrité que nous recherchons. Merci, monsieur. Et Valérie? Nous allons prendre en charge vos frais d'avocat si vous souhaitez porter plainte contre votre père pour diffamation. J'ai raccroché, les larmes aux yeux. C'était la victoire totale. Non seulement j'avais détruit le méchant, mais j'avais sauvé ma réputation. Pendant ce temps, l'empire de mon père s'effondrait comme un château de cartes. Dans les jours qui ont suivi,
Les révélations se sont enchaînées. Les banques ont coupé les lignes de crédit d'Hervé BTP. Les chantiers se sont arrêtés. Les ouvriers, furieux de ne pas être payés, ont manifesté devant la villa de mes parents. Ma mère, incapable de supporter la honte et la perte de son confort, a fait une dépression nerveuse et a dû être hospitalisée. Cédric, traqué par ses créanciers douteux, a tenté de fuir en Suisse mais a été arrêté à la frontière. Laetitia, devenue la risée des réseaux sociaux, a supprimé tous ses comptes et s'est terrée chez une amie. Je les regardais tomber, un par un, comme des dominos. C'était tragique, oui. C'était ma famille, oui. Mais c'était une tragédie qu'ils avaient écrite eux-mêmes, ligne par ligne, mensonge par mensonge. Je n'avais fait qu'écrire le dernier chapitre. 6 mois plus tard. Le procès s'est ouvert au tribunal de grande instance de Lyon. C'était l'événement médiatique de l'année dans la région. Je suis arrivée au tribunal vêtue d'un tailleur noir sobre. La salle était comble. Quand je suis entrée, un murmure a parcouru l'assistance. J'étais la fille qui a dénoncé son père. Pour certains, une héroïne, pour d'autres, un monstre. Peu m'importait. J'ai vu mon père dans le box des accusés. Il avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient blancs, ses épaules voûtées. Il ne portait plus ses costumes sur mesure, mais une chemise simple, un peu trop grande pour lui maintenant qu'il avait maigri. Quand le juge m'a appelé à la barre, j'ai marché la tête haute. J'ai juré de dire la vérité, toute la vérité. L'avocat de mon père a essayé de me déstabiliser. Mademoiselle Moreau, n'est-il pas vrai que vous avez agi par vengeance parce que votre père vous a déshérité, a-t-il tonné. J'ai regardé l'avocat, puis j'ai tourné mon regard vers mon père. Nos yeux se sont croisés pour la première fois depuis des mois. J'étais en colère, oui, ai-je admis au micro. Mais la vengeance ne fabrique pas de fausses factures. La vengeance ne met pas en danger la vie des écoliers dans des bâtiments fragiles. Mon père a commis ces crimes bien avant de me déshériter. Le fait qu'il m'ait rejeté m'a simplement libéré de l'obligation morale de protéger ses secrets. Mon père a baissé les yeux. Il savait que j'avais raison. Le verdict est tombé 3 semaines plus tard. Hervé, 8 ans de prison ferme, interdiction définitive de gérer une entreprise, et confiscation de tous ses biens. Cédric et Laetitia, 2 ans de prison avec sursis pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, et une amende colossale qui les endetterait pour les 20 prochaines années. Ma mère, 1 an avec sursis. Après le verdict, alors que les gendarmes s'apprêtaient à emmener mon père, j'ai demandé à lui parler une dernière fois. Le garde a accepté de nous laisser 1 minute. Il était assis sur le banc, les mains menottées. « Tu as gagné, a-t-il dit, la voix éteinte. Tu es contente? Je n'ai rien gagné, papa. Et toi, tu as tout perdu. Pas à cause de moi. À cause de ton arrogance. Je voulais juste laisser quelque chose à mes enfants. A-t-il murmuré, une larme coulant sur sa joue ridée. Tu nous as laissé quelque chose, ai-je répondu doucement. Tu as laissé à Cédric et Laetitia une leçon sur la réalité de la vie. Et tu m'as laissé la liberté. C'est le plus bel héritage que tu pouvais me donner. Je me suis retournée et je suis sortie de la salle d'audience, laissant derrière moi l'ombre de l'homme qui avait dominé ma vie pendant trop longtemps. Dehors, le soleil brillait. L'air n'avait jamais été aussi doux. 1 an a passé. Je suis assise sur la terrasse de ma nouvelle maison. Ce n'est pas un château, c'est une jolie maison ancienne avec un grand jardin, située dans les Monts d'Or, juste à l'extérieur de Lyon. Je l'ai achetée avec mes propres économies et la prime de performance que j'ai reçue après ma promotion au poste de directrice régionale de l'audit. Mamie Yvette est assise à côté de moi, en train de tricoter une écharpe pour l'hiver prochain. Je l'ai sortie de la maison de retraite. Elle vit avec moi maintenant. Elle a repris des couleurs et passe ses journées à gâter mon chat, Pompon. Romain est là aussi. Il prépare le barbecue au fond du jardin. Nous sommes ensemble depuis 6 mois. C'est une relation calme, basée sur le respect mutuel et une passion commune pour la vérité. Pas de drame, pas de mensonge. Juste la vie. J'ai reçu une lettre de Cédric la semaine dernière. Il travaille comme magasinier dans un supermarché. Il me demandait de l'argent, bien sûr.
J'ai déchiré la lettre sans la lire. J'ai appris que le pardon ne signifie pas forcément renouer les liens. J'ai pardonné, dans le sens où je ne ressens plus de haine. Mais je n'oublie pas. La porte est fermée. Laetitia a déménagé à Paris, essayant de se refaire une identité loin de la honte de Lyon. Quant à mon père, je ne vais pas le voir en prison. C'est un chapitre clos. Je regarde autour de moi. Ce jardin, cette maison, ces gens qui m'aiment pour ce que je suis. C'est ça, mon véritable héritage. Je l'ai construit moi-même, sur les ruines d'un passé toxique. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. C'est vrai. Mais on choisit comment on laisse cette famille nous traiter. Et on a le droit, parfois le devoir, de dire stop. De couper les ponts. De sauver sa propre peau. Ils m'ont dit que je ne méritais pas leur nom. Ils avaient raison. Je méritais mieux. Et aujourd'hui, je l'ai enfin. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous aussi, vous avez dû vous battre pour votre indépendance ou faire face à une famille toxique, sachez que vous n'êtes pas seul. La liberté vaut tous les sacrifices. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, votre valeur ne dépend pas de l'héritage qu'on vous promet, mais de la vie que vous construisez. À bientôt.